Olivier Nakache appartient à la catégorie de ceux qui sont curieux de tout, qui savent goûter les formes nouvelles, en un mot, qui ont un amour du vivant. Voilà la matière même du cinéma qu'il signe avec son complice Eric Toledano. Tout fait cinéma chez eux du moment qu'il y ait du mélange et de l'hétérogénéité. Chez eux, la chronique de nos existences, la maladresse masculine, l'outrance familiale ou la rencontre des contraires, tout peut trouver réponse dans le cinéma et se sublimer avec le cinéma. Alors là, la souplesse, le style, l'élégance, je suis impressionné. C'est vrai? Ah bah, vraiment? J'ai encore un peu de mal avec le saut de biche, mais je m'entraîne. La souplesse, l'élégance, le style, il y a tout cela dans le cinéma d'Olivier Nakache et même un peu plus. Que vous soyez malmené par les vicissitudes du temps, de la politique et de la vie, devant sa caméra, vous n'êtes plus un abîmé. Vous devenez attachant et magnifique. Bonjour Stéphane. Oh, Olivier Nakache. Alors s'il y a Olivier Nakache et Eric Toledano, venez Olivier. Eh ben non, je suis tout seul. Non, mais c'est pas vrai. Alors, je passais dans le coin. Ça, c'est incroyable. Olivier Nakache sans Eric Toledano, c'est quoi? C'est un peu comme Dan Aykroyd et John Belushi dans Blues Brothers? C'est comme Jack Lemmon et Tony Curtis dans certains Lame Show? Ou ça serait R2D2 sans 6PO? Ça serait quoi votre binôme de cinéma? Alors déjà, c'est rare qu'on ne soit pas tous les deux. Merci. Je me sens un peu seul. J'aime bien Dan Aykroyd et Belushi parce que leur film Les Blues Brothers, qui est un film musical, il y a une harmonie comme ça. On aime bien cette... on est des cinéphiles, mais aussi on aime beaucoup la musique. Et entre nous, il y a une harmonie qui s'est créée, comme une partition jouée à deux. Donc j'aime bien John Belushi et Dan Aykroyd. Et moi, je suis sûr que ça va jouer juste. Parce que vous me citez Belushi, mais moi, j'avais envie peut-être de vous citer Dante et Randall. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dante et Randall? Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est un film sur la jeunesse, si je me rappelle bien, sur ce duo, exactement, sur un vidéoclub. Un film de Kevin Smith, 1994, Ouais, Clerks. Je pense à ça parce que l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est deux amis dont un travaille dans un vidéoclub. Ils parlent de tout et de rien, refont le monde de façon intelligente. Quand on pense à vous, je pense à eux. Et je voulais savoir si vous aussi, votre culture cinéma, elle s'est faite par le vidéoclub ou par la salle? J'ai envie de te dire par les deux, mais c'est vrai qu'on est pile poil tous les deux des enfants des vidéoclubs. Moi, je me souviens qu'il y en a un qui s'est ouvert à Puteaux, dans ma ville, et c'est mon papa qui a informatisé cet endroit-là en donnant un coup de main au mec qui l'ouvrait. Et du coup, le gars lui avait dit « Écoute, comme c'est le début, je ne peux pas te payer. Par contre, ton fils, il peut venir quand il veut, prendre ce qu'il veut. » Et en fait, j'ai évidemment déboulé dans ce petit vidéoclub où je prenais déjà des choses par affinité, des Bruce Lee, des dessins animés. À un moment donné, j'avais multivu tout et j'ai attaqué chaque rayon, sauf la pièce du fond. La pièce du fond, il fallait avoir 18 ans, il ne fallait pas y aller. Et donc, j'ai attaqué tous les rayons. Et c'est là où j'ai découvert tout un tas de films. Puis évidemment, la salle, on avait chacun nos salles de quartier. Eric était de Versailles et moi de Puteaux. Donc j'allais à la Défense, aux Quatre Temps. Et je me rappelle très bien que le patron, à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours vivant et s'il nous regarde, il me laissait revoir les films. Je restais dans les salles, en fait. Il me laissait les revoir. Je me rappelle, je ne voulais pas partir. Olivier, si on sait qu'il y a une partie de votre cœur qui est dédiée à la comédie, qu'elle soit italienne, qu'on peut trouver aussi chez Claude Sauté, chez Claude Lelouch, je voudrais qu'on explore une autre partie de ce cœur. Vous voulez bien? Avec plaisir. Et la première tentative que j'ai envie de faire, c'est de savoir si vous pleurez au cinéma et s'il y a des films classiques qui vous font pleurer. Il y a un film qui m'a fait pleurer à plusieurs étapes de ma vie. Des films, c'est Le Kid et les Lumières de la Ville, de Charlie Chaplin. Parce que quand on les voit petits, on pleure de cet amour comme ça entre Charlie Chaplin et cette non-voyante, ou cet enfant, quand il est arraché à ses bras avec le Kid. Et ensuite, c'est des films, quand on revoit, quand on a des enfants, on pleure pour d'autres raisons, parce qu'évidemment, on est parents. Et à chaque fois, ces films-là, je trouve que c'est le génie pur. D'ailleurs, c'était un génie pur, musicien, scénariste, acteur, cascadeur, danseur, producteur. Enfin bon, c'est l'essence de ce qu'on appelle un génie. Et je trouve que quand on regarde ces films, il y a tout.
sa façon à lui de traiter tous ces sujets-là, sans perdre la comédie, sans perdre l'émotion, sans perdre l'humain, en fait, bah, peut-être que c'est rentré quelque part dans mon cerveau et puis que ça ressort, je ne sais pas de quelle façon, mais que ça ressort en tout cas. Alors, puisqu'il est question d'amour, je vais vous faire un premier cadeau. On en parle régulièrement dans cette émission. Il sort pour la première fois dans une copie restaurée, Kalatozov. Quand passent les cigognes, c'est un film incroyable. Les amours tragiques sur fond d'événements grandioses qui malheureusement perdent nos amoureux. Oui, oui, c'est un mélo et on n'a pas peur de le dire. Mais comment ne pas être touché par le serment de ce film qui dit « Attends-moi, je reviendrai t'aimer ». Ben, écoutez, alors ça me fait plaisir à plusieurs niveaux. Le premier niveau pur, je ne l'ai pas vu. Ah. Je n'ai vu que des extraits. Et vous savez pourquoi j'ai vu que des extraits? Parce que j'ai tellement vu des documentaires sur Claude Lelouch, oui, qui est né de ce film-là. Ouais. Il est né de ce film-là, de cette journée qu'il a passée avec Kalatozov, parce qu'il était journaliste et caméraman d'actualité. Et il a vu Kalatozov travailler avec cette caméra libre, cette caméra qui tourne, cette caméra qui suit les acteurs, qui s'est dit ce jour-là, je vais devenir metteur en scène. Donc j'ai vu plein d'extraits, mais je ne l'ai jamais vu en entier. Donc merci beaucoup. Je vais le voir tout de suite. Il y a un autre homme qui était curieux, c'était Peter Bogdanovich. Et il aimait poser une multitude de questions aux metteurs en scène qu'il rencontrait. Il aimait les voir travailler. Et il a appris beaucoup de choses juste en conversant avec, par exemple, John Ford. Alors moi, si je vous mets dans cette situation, avec qui vous auriez aimé avoir une conversation pour essayer d'aller fouiller sa boîte à outils? Il y en a deux. Ah. Il y en a deux. Je ne peux pas choisir. Il y en a deux où je me dis j'aurais bien aimé leur offrir un déca ou un café allongé, peu importe. Ouais. C'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick et Sergio Leone. Si vous deviez leur poser une question, quelle question vous auriez aimé poser à Kubrick? Allez, une question à Kubrick, une question à Leone. Je leur ai demandé des anecdotes sur les acteurs. Ah. Sur les acteurs. C'est ça qui m'intéresse, c'est les acteurs. C'est la chair, c'est la matière première. Pas technique, parce que technique, quand on voit le film, on se rend compte, 2001, on se dit mais c'est pas possible. Vous regardez 2001, maintenant vous regardez Ad Astra, vous regardez tous ces films, Gravity, tout ça. Il y a déjà tout là-dedans, il y a déjà tout dans ce film-là. Ce sont des films matrices. Ce sont des films, il y a avant, après, chaque film qu'il a fait. Barry Lyndon, l'éclairage, la lumière. Non, je ne vais pas lui poser des questions là-dessus. Je vais lui poser des questions sur Peter Sellers, je vais lui poser des questions sur Jack Nicholson, je vais lui poser des questions sur les acteurs. Sur les acteurs, comment il a travaillé avec les acteurs, comment il a fait, comment il les a convaincus. C'est ça qui va m'intéresser. Des anecdotes de tournage, de lecture. Est-ce qu'il fait des répétitions? Est-ce qu'il les laisse improviser? Est-ce que c'est très précis? Ça va être uniquement sur les acteurs. Les acteurs toujours. Un jour, vous avez rencontré Jean-Loup Dabadi, le grand scénariste. Il vous a donné un conseil. Est-ce que vous vous en souvenez? Il nous en a donné deux. Ah, alors moi, c'était celui. Il me reste celui sur les acteurs. Ouais. Oui, sur que les auteurs sont les souffleurs des acteurs. Non, les acteurs sont les souffleurs des auteurs. L'inverse. Et ça, c'est l'inverse. Et les acteurs ont toujours raison, ouais. Même s'ils ont tort. C'est vrai. Avec quel acteur vous auriez aimé vérifier cette réalité? Que les acteurs ont toujours raison, même s'ils ont tort. Alors, vous me lever? Non, je n'ai pas le droit. Si, vous êtes chez vous. Est-ce que justement, il y a un acteur avec qui vous auriez aimé vérifier Lui. Ah ouais, lui, Marcello Mastroianni. Le prolongement de Fellini. Ah oui, lui. Et alors, regarde, Michel Simon. Alors, Cero Ventura, ça. Alors là, il y a un triptyque. Ouais. Il y a un triptyque. Ventura, ça aurait été un rêve. Ventura, ça aurait été une rencontre. Un rêve. C'est un rêve. C'est chaque film que je vois, plus je les vois, plus je les aime. Un gars qui a la double nationalité. Il peut faire comédie dans L'Emmerdeur et il peut être cet inspecteur dans Garde à vue. Vous savez, maître, moi je n'ai rien contre vous. Hein. Aucune animosité. Je dirais même aucun sentiment. Parce que si en plus je devais cultiver des sentiments personnels envers tous ceux qui défilent dans ce bureau, hein. Disons tout de même un certain acharnement. Monsieur Martineau, 2 petites filles ont été violées et assassinées à 8 jours d'intervalle. Et moi, je veux savoir par qui. Alors vous, un autre, je vous jure que ça m'est complètement égal.
Dans votre nouveau film, Vincent Cassel et Reda Kateb prennent en charge des cas complexes d'enfants vulnérables. Est-ce qu'il y a un film classique qui vous a fait prendre conscience d'une réalité que vous n'imaginiez pas? Il y a Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. C'est un film, je me rappelle, où on découvre cette réalité-là de comment, à cette époque-là, on traite la folie, la bizarrerie, la différence, et comment on gère ces gens-là en les enfermant dans ces asiles psychiatriques, là, où on est vraiment dans le dur. Ils ont tourné dans le vrai asile psychiatrique. L'homme qui joue le rôle du patron, du directeur de cet asile, c'est le vrai directeur de l'asile qui joue son propre rôle. Et c'est vrai que ce film, je me suis posé beaucoup de questions, je me rappelle, quand j'ai vu ce film-là, qui m'a beaucoup marqué. Koufax kicks. He delivers. It's up the middle, it's a base hit. Richardson is rounding first, he's going for second. The ball's in the deep right center. Davison over in the gutter, cut the ball off. Here comes the throw, Richardson rounding first, he goes into second, he slides, he's in there, he's safe. It's a double, he's in there, Martin. Look at Richardson, he's on second base. Koufax is in big fucking trouble. Big trouble, baby. All right, here's Tresh as the next batter. Tresh looks in, Koufax. Koufax gets the signs from Roseboro. He kicks once, he pumps, he fires. It's a strike. Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch. Tresh swings. It's a long fly ball to deep left center. It's going. It's going. C'est Michael Douglas qui est le producteur de ce film-là, qui a acheté les droits d'une pièce que jouait son père, et il a trouvé personne à Hollywood qui a voulu le réaliser. Et il s'est dit, ok, on va faire un film américain, mais européen. On va aller chercher, c'est là-bas. J'ai là-bas que je trouverai le mec pour faire ça. Et il a trouvé évidemment Milos Forman, et c'est comme ça qu'il a pu faire ce film. Ouais. Votre complice, Eric Toledano, connaît un film, au moins un film par cœur, qui est Chantons sous la pluie. Alors je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Il dit que... Certaines parties. Ouais, il peut analyser le découpage, les répliques. Ouais, c'est vrai, c'est des films aussi qui nous ont bercés, des films qui parlent du cinéma, qui sont des films, quand on les revoit, on se marre, on rigole, et puis on est époustouflé par les prouesses. Je vous parle de Chantons sous la pluie parce qu'il est en relation avec le deuxième cadeau que je vais vous faire. Regardez, c'est un éventail de films, parce que je voudrais qu'on parle d'un metteur en scène qui est aussi en lien à cheval entre le parlant et le muet, puisque Chantons sous la pluie parle de ça, du passage du cinéma muet au cinéma parlant. Cet homme, il est considéré comme l'un des patrons du cinéma français. Avant Renoir, il a eu une carrière aux États-Unis, c'est René Clair. Pour qu'on se rende compte que cet homme totalement oublié avait une place d'importance dans le cinéma, Chaplin lui rend hommage. Quand il a fait en 1936 Les Temps modernes, il dit toute son inspiration à René Clair et à un film que René Clair a tourné en 1931 qui s'appelle « À nous la liberté ». Pour vous dire à quel point cet homme mérite qu'on redécouvre son cinéma. Eh bien, ça va être le cas. Regardez, d'abord, ces deux courts-métrages. Ah, c'est intéressant. Les courts-métrages, ça en dit beaucoup sur l'ADN des réalisateurs. Exactement, ça dit beaucoup de choses sur les prémices, sur les thèmes et sur ce qui reviennent. Ensuite, il y a Le Dernier milliardaire. Pourquoi ce film est important? Il n'a jamais été diffusé en France parce que quand René Clair tourne ce film, c'est le dernier qui va tourner. Après, il va partir aux États-Unis. C'est l'histoire d'un échec, ce film. Il va rester 12 ans aux États-Unis. Quand il revient dans les années 40, qu'est-ce qui se passe? Il tourne celui-là, Le silence est d'or, avec Maurice Chevalier. Et là, on a fait le pont avec Chantons sous la pluie, puisque ce film-là raconte tous les astuces et les trucs de la fabrication du cinéma. Ça, c'est un véritable bonheur. Ah oui, je vais regarder avec une grande motivation. C'est la première fois que vous tournez, mademoiselle? Oui, monsieur. Ah, vous avez toutes les qualités pour réussir. Je parle des qualités physiques. Et si je puis vous donner quelques conseils... Quoi? Allez, par ici. On va finir avec des acteurs, si vous voulez bien, Olivier Nakache, puisque vous en avez parlé avec beaucoup de ferveur. Une nouvelle collection de l'éditeur Capricci, John Crawford. La beauté de son visage a inspiré la méchante reine de Blanche-Neige.
Elle est l'interprétation de Johnny Guitar. Et l'excellent Maxime Donzel, qui écrit ce livre, nous dit la relation qu'un jeune Spielberg a eue avec elle, la considérant même comme son Moël. Ah, alors ça ne dit pas grand-chose aux gens. Mais le Moël, c'est le rabbin chez les Juifs qui pratique la circoncision. C'est un rite. Pourquoi elle a été un rite de passage pour Spielberg, vous apprenez en lisant ce livre. Super, merci voilà. beaucoup. Et puis vous en avez un peu parlé. Un enfant du siècle, un enfant de la culture pop, Bruce Lee. Ça merci aussi. beaucoup. Ah oui. Ça vous fait plaisir? Oui, j'ai fait du nunchaku grâce à lui. J'ai beaucoup embêté ma petite sœur à cause de lui. D'accord, elle a pris des coups. Ah oui, oui. Et Adrien Gombaud, qui est un magnifique journaliste avec une plume aussi légère, nous raconte comment sa vie et sa jeunesse se partagent entre une sorte de film de gangster et de comédie musicale. C'est signé Adrien Gombaud et ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Il me reste à vous Super. remercier. J'espère que vous allez dire à votre complice Eric Toledano que c'est une maison de bienveillante bien et qu'il sûr. peut venir. Alors je vais lui dire. Et en plus de ça, on repart avec des cadeaux. Non, pas mal. c'est super. Merci d'être venu. Merci.